Hello mes CP, hello mes potos, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle semaine avec le club. Ne bougez surtout pas, c'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les filles. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui, ça va, ça va. Mais c'est à toi qu'on doit demander si ça va. Pourquoi? T'as la voix un peu encombrée. En plus, tu m'as copié. Donc j'essaie de comprendre les choses. C'est ça, on a qu'à les laisser faire leur blablabla. Franchement, ça allait sortir. Depuis qu'on a commencé, même avant même de commencer l'émission, René me dit mais arrête de me copier, pourquoi tu me copies? Tu es mon modèle. Je fais comment? Tu vois? Ça finit pas là, mais fini. Voilà, mais fini. Nous, que faisons-nous sur ce plateau? Nous sommes là pour donner des conseils. Justement, moi, j'ai un conseil à donner à tous les CP et les potos qui nous suivent. Mon premier conseil, c'est quoi? C'est que les hommes d'aujourd'hui, ils ont leur femme à la maison et puis l'amour de leur vidéo. Donc, du coup, quand ils viennent te draguer, faut pas accepter. C'est ton bonjour. Faut les laisser. Parce que les hommes là, ils sont pas bons. C'est une copine qui m'a donné commission. Elle dit de dire ça sur le plateau du club ici. Que franchement, on lui a fait au show. Donc c'est ça qu'elle a. Ok, parce que je voulais te demander qu'est-ce qui s'est passé dans ton week-end et puis tu es venue agressive comme ça. Elle m'a écrit pardon, ma soeur. Il faut parler de ça à l'émission parce que ce qu'on m'a fait, elle est dans un gourmet pas possible. C'est payé à quoi. Parce que je pense qu'elle n'est pas la seule. Bonjour Marino. Oui. Je n'ai pas de commission, je veux juste dire que je vais bien. Je vais ravie. Moi aussi, je vais bien. Franchement, il fallait que je fasse la commission quand même. Ah, mais c'est super, c'était marrant, marrant. Bien. En plus, on est bien coloré et tout. On adore. Oui. La semaine dernière, pendant le débat, on a parlé du sida, du VIH. Et je pense que le débat était un peu houleux. On avait tous nos avis. Et aujourd'hui, on s'est dit que fallait quand même qu'il y ait des vrais témoignages. Qu'il y ait des personnes qui viennent justement, qui ont vécu cette maladie, qui pourront nous en dire plus parce que bon, nous, on était dans nos théories. Hein. Donc aujourd'hui, le thème, déjà, on va accueillir les invités et puis je vais annoncer le thème pendant qu'ils seront là. On va accueillir Monsieur Guy Fulbert, qui est PCA du réseau des personnes vivant avec le VIH, qu'on accueille tout de suite avec Dr Abraham Latt et il nous accompagnera en tant qu'expert. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs. Bienvenue. Merci. Vous savez, quand on est là, on devient les poteaux du club. D'accord. D'accord? Donc, bienvenue dans la famille, le club. Merci. Comment vous allez? Oui, Ça va. Ça va bien? Bien Je dans vous laisse l'ensemble. vous présenter. On commence par vous. d'accord. Je me nomme Guy Lasso-Filbert. Je suis le président du conseil d'administration du réseau ivoirien des organisations des personnes vivant avec le VIH. D'accord. Et puis, je suis au ministère de l'Éducation nationale, à D'accord. la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire, inspecteur pédagogique du préscolaire et primaire. Ah, Wow, super. wow, Donc, dis vous donc. allez pouvoir nous aiguiller parce qu'on avait plein de théories la dernière fois sur ce que les ministères, l'État pensaient pour justement cette maladie. Donc, vous pourrez nous en dire un peu plus. Et vous, monsieur? Moi, je me nomme Latt Abraham. Je suis médecin généraliste. D'accord. Médecin généraliste, d'accord. Ok. Donc, du coup, notre thème du jour, c'est mon histoire avec le VIH. Du coup, je vous laisse nous expliquer un petit peu quelle est votre expérience avec le VIH. Comment est-ce que vous avez su que vous étiez atteint et votre parcours jusqu'à devenir justement le président de cette association. D'accord, merci madame. L'histoire a débuté en août 1993. D'accord. Ok. Je venais de finir ma formation d'instituteur au CAFOP supérieur de Boaké. Et puis j'ai commencé à ne pas me sentir bien. Et un ami m'a dit, ah mais tu te plains trop, que tu ne te sens pas bien. Est-ce que tu peux aller au Centre national de transfusion sanguine, faire un don de sang? Et puis là, ils vont faire des analyses. Ah, d'accord. Voilà. Certainement, lui, il devait avoir des informations plus que moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé faire un don de sang. Et au prétexte, donc à l'entretien, on m'a dit, d'accord, tu es venu pourquoi? Je dis, je suis venu pour faire un don. D'accord. Mais le sang qu'on va prélever, on va rechercher 3 maladies sur l'échantillon. Ce qui est normal. La syphilis, l'hépatite et le VIH. D'accord. Donc, j'étais innocent, tout ça. Bon, oui, j'ai pris ça comme c'était de la maison. Non, il n'y a pas de problème, j'ai donné mon accord. Et donc, ils ont fait le prélèvement. On a demandé que je revienne 2 semaines après.
Donc 2 semaines après, je suis venu. Et la dame qui était à l'accueil, en même temps, on délivre la carte de donneur de sang. Voilà. Et la dame qui était à l'accueil m'a dit, non, je suis venu, j'étais ici il y a 2 semaines, je suis venu pour avoir le résultat et puis récupérer ma carte de donneur de sang. Elle dit, ah bon, tu tiens, hein? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Donc, elle me remet la carte et puis me dirige vers un bureau d'un médecin. Donc, je vais, je lui donne la carte, il interroge son ordinateur. Et quand il a interrogé, il a redressé l'écran de son ordinateur. Et après, il m'a regardé, il m'a dit, bon, d'accord, on a pris, on a vérifié, mais on a trouvé des traces de VIH dans votre sang. Wow. Mais ce qui ne s'est pas encore très confirmé, est-ce que vous pouvez revenir pour faire un autre don? Je dis, il n'y a pas de problème. Voilà. D'autres examens, des examens complémentaires. Voilà. Et donc, je suis revenu. D'accord. On a fait un autre prélèvement et je suis parti, le résultat a été confirmé. Et quand il m'a donné l'information, il m'a remis en même temps ma carte. Ça, c'était le 31 août 1993. Monsieur Latte, excusez-moi, on vous remet la carte. Quelle carte? La carte du groupe sanguin. Ah, du groupe sanguin. Voilà, où le registre est A positif. D'accord. Voilà. Parce que je voulais avoir ça aussi. Hein. OK. Donc, je suis banni en même temps des donneurs, oui, parce que le sang n'est pas propre. Donc, voilà. Et donc, on s'est dit au revoir. Ils ne vous ont rien dit d'autre. Il m'a bon, la question que je lui ai posée, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, mais eux, ils n'avaient pas de réponse à vous donner. Ils n'avaient pas de réponse. Je dis en 1993, je n'ai pas dit en 2024. C'est ça. Voilà. Donc, ils n'avaient pas de réponse. D'aller plus loin, on va se retourner quand même vers le médecin, vu qu'on en a un sur ce plateau, et c'est un honneur de vous recevoir. Déjà, j'aimerais qu'on rappelle qu'est-ce que c'est que le VIH-Sida, parce que c'est vrai qu'on en parle, mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas ce que c'est. Le VIH, comme en abrégé, le sigle signifie virus de l'immunodéficience humaine. Voilà, comme le nom l'indique, ça peut paraître très technique, mais c'est tout simplement un virus qui, lorsqu'il est contracté, va entraîner une déficience au niveau du système immunitaire. Et en général, cette déficience au niveau du système immunitaire va se manifester par la survenue de certaines maladies opportunistes qui vont se manifester cliniquement, comme il avait dit tout à l'heure, qu'il avait commencé à mal se sentir. Voilà. En général, c'est de manière simple la définition du VIH. Et est-ce qu'on peut aussi rappeler du coup les modes de transmission dès maintenant? Comme ça, on sait un petit peu comment est-ce qu'on contracte cette maladie. Mais avant même d'aller là-bas, est-ce qu'on peut aussi donner la définition du sida? Parce que j'ai l'impression que c'est dissocié. Si. En fait, le VIH, c'est le nom du virus. D'accord. Voilà, c'est une maladie virale qui est entraînée par un agent pathogène. L'agent pathogène, c'est un virus. Donc le virus, on lui a donné le nom de virus de l'immunodéficience humaine. Maintenant, la maladie SIDA, le sigle signifie syndrome de l'immunodéficience acquise. Voilà. Acquise parce que c'est une maladie, en général, on n'est pas toujours avec. Bon, c'est vrai qu'on va rentrer dans les modes de transmission pour détailler un peu. Il y a plusieurs types de transmission, mais de manière résumée, c'est un peu ça. D'accord. Donc, dans les modes de transmission, maintenant, comme René l'a demandé. OK, donc pour rebondir sur les modes de transmission, il y a 2 grandes catégories. Voilà, on a la transmission verticale, comme on a tendance à l'appeler, et puis on a la transmission horizontale. Voilà. Verticale, c'est-à-dire c'est mère-enfant. Voilà. Maintenant, horizontale, c'est une personne qui contracte ça par un des moyens de contamination qui peuvent exister. Par exemple, par des rapports sexuels, par peut-être des objets tranchants ou coupants. Voilà, c'est essentiellement les 2 grands modes de transmission. Et est-ce que le plus fréquent, c'est les rapports sexuels? Oui, quand même. Quand même, voilà. Et il faut aussi dire que l'une des choses qui complique un peu vraiment, qui fait croître les chiffres, ce sont les nouvelles pratiques sexuelles auxquelles on assiste de nos jours. C'est vrai que c'est des choses qui existaient depuis longtemps, mais la recrudescence a vraiment entraîné, ça a eu une incidence sur la transmission du virus. Il le disait au début et il ne prêtait pas forcément attention, il ne se sentait pas forcément bien. Comment on peut savoir aujourd'hui qu'on est atteint du VIH? Est-ce qu'il y a des symptômes définis? Bon, déjà, il faut dire que ça va dépendre du stade de la maladie. Voilà, parce qu'au tout début, c'est une phase qui est quasi asymptomatique. D'accord. Voilà, il n'y a pratiquement pas de signes. Voilà, essentiellement, ce qu'on peut retrouver vraiment dans les débuts, c'est ce qu'on appelle les adénopathies. Dans le jargon, on a tendance à parler de ganglions.
Voilà, souvent, c'est comme ça que ça se manifeste au début. Des ganglions. Des ganglions. Et c'est quoi ce type de ganglions-là? C'est à la gorge, c'est aux parties intimes? Voilà, ça peut siéger. Il y en a plusieurs. Sur le plan anatomique, ce sont des régions qui existent normalement, mais ils sont censés avoir une taille normale qui ne doit pas dépasser. Donc, quand la maladie se manifeste, on va constater qu'il y a une augmentation. Ils grossissent de manière anormale. Voilà, ils grossissent de manière anormale. Voilà. D'accord. Et du coup, bon, lui, ça a été un concours de circonstances. Hein. Mais à quelle fréquence est-ce qu'on doit se faire dépister pour justement éviter d'un jour vouloir donner du sang et se rendre compte qu'effectivement, on ne peut pas parce qu'on est atteint de la maladie? Ok, bon, déjà pour rebondir sur ce qu'il a dit, parce que je profite aussi de l'occasion pour dire que c'est une bonne chose. Le fait de, par exemple, être donneur de sang, voilà, ça facilite parce que quand on est donneur de sang, en général, ça se fait sur 3 à 4 fois dans l'année. Donc voilà, chaque fois que vous faites, ça permet d'être régulier dans le dépistage, entre guillemets. Voilà. Maintenant, bon, de manière annuelle, on peut aller sur une période de 6 mois en général. Voilà, donc tous les 6 mois, il est important de se faire dépister. Mais après, on se posait la question ici, hein, est-ce que le dépistage il est gratuit ou est-ce qu'on peut se faire dépister si on ne peut pas, par exemple, aller donner son sang? Oui, le dépistage il est gratuit. Le dépistage il est gratuit dans pas mal d'hôpitaux. Parce qu'actuellement, en fait, le traitement, la prise en charge, on va dire, du VIH en Côte d'Ivoire est régi par ce qu'on appelle le PNLS, le Programme national de lutte contre le sida. Donc actuellement, avec ce programme-là, le ministère de la Santé met tout en œuvre pour pouvoir rendre accessibles les tests de dépistage. Donc il y a beaucoup de centres dans lesquels les tests sont gratuits systématiquement. Quand les patients arrivent, il y a des personnes même qui sont déléguées pour essayer de leur proposer de faire un dépistage systématique, quand bien même ce n'est pas forcément le motif pour lequel ils se sont rendus en consultation. Justement, on avait ce débat, c'était même l'un des objets de notre débat la semaine dernière, c'était de savoir, la question même était de savoir est-ce que le gouvernement, l'État, les ministères mettaient en place les moyens pour qu'on parle toujours autant du sida ou du VIH, pour que nous, on soit autant sensibilisés. Est-ce que la sensibilisation a cessé carrément? C'était un petit peu ça l'objet de notre débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'à travers ce que vous venez de dire quand même, il est clair qu'il y a des choses qui sont faites. Mais est-ce que vous pensez que c'est assez? Oui. Oui, on peut toujours faire plus, mais déjà, ce qui se fait, c'est pas mal. Si on veut essayer de se projeter un peu par rapport à ce que M. Guy disait tout à l'heure, en 1993, c'est bien ça. Vous voyez que lorsque le diagnostic de la maladie a été posé, il ne savait même pas quoi faire ou l'orienter. Or, aujourd'hui, c'est pas pareil. Voilà, il y a beaucoup de personnes, c'est vraiment beaucoup d'argent qui est dépensé à l'international et même à l'échelle nationale aussi, pour gérer la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Donc, vraiment, les moyens sont mis à disposition. Les médicaments sont même donnés systématiquement de manière gratuite. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes au cœur même de l'action? Oui, je suis au cœur de l'action. Donc, je remercie Dr Lat. Je pense que la sensibilisation continue, mais les populations sont nouvelles, donc il faut continuer. Voilà, il faut continuer. Il y a eu suffisamment de campagnes de sensibilisation. Les ONG, donc la société civile, les associations communautaires continuent la sensibilisation. Et pour le test de dépistage, même là où nous sommes sur ce plateau, on peut faire le dépistage. On peut faire venir un spécialiste de la santé ou bien un conseiller communautaire. En tout cas parce que les modes de dépistage ont changé, la stratégie. Voilà, maintenant c'est au bout des doigts, on vous pique en 15 minutes, vous avez le résultat. Comme le test de Palud. Voilà. C'est vrai que oui. Quand je vous parlais de 1993, quand on a fait le prélèvement, on m'a demandé de revenir dans 2 semaines. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est en 15 minutes. Donc, séance tenante, on vous pique, on met sur la baguette et puis on attend. Et le diagnostic est posé. Le diagnostic est posé. Mais avant même de faire le dépistage, avant de partir vouloir donner son sang, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la maladie et qu'est-ce que vous en pensiez? Oui, j'ai entendu en 1986, j'étais en 4e. Voilà. J'ai entendu parler, c'est un ami qui est venu, on dit qu'il y a une maladie qui est venue, mais on avait attribué ça à une catégorie des populations, voilà, les populations clés. Voilà, donc les homosexuels, que c'est à eux. Donc on ne pensait pas que nous, on pouvait être la victime. Et moi-même, quand je remonte dans l'histoire, ça j'ai accordé cette interview à un quotidien de la place, quand je remonte dans l'histoire, mes amis de santé ont commencé en 1986. J'étais en 4e. Voilà. Parce que pour ne pas stigmatiser cette voie.
c'est la voie royale, la transmission sexuelle. Oui. Oh, pas forcément, hein, parce qu'on a entendu qu'il y a plusieurs voies de transmission. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit pour ne pas la stigmatiser. Sinon, je fais un lien. Parce que je disais que tantôt que c'est en 1986 qu'on était en 4e, on jouait les grands, tout ça, que j'ai eu mes premiers. Voilà. Mes premiers. Mais est-ce que c'était ça qui m'a donné, je ne peux pas l'affirmer ici. Voilà. C'est pourquoi je dis je ne vais pas stigmatiser cette voie. Sinon, il y a 3 voies de transmission, voie sanguine, verticale, de la mère à l'enfant. Mais est-ce que dans le temps, il y avait des campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'on vous sensibilisait? Non, au début, ce n'était pas ça. Hein. Au début, on a renié complètement. On a déclaré les 2 cas de VIH, de SIDA en 1985. Et puis après, on nous a dit, bon, j'ai lu des documents où on nous a dit, bon, pour ne pas faire fuir les touristes, tout ça, voilà. Que ce n'était pas ici, c'était en Europe, on a fait des déclarations, on sait ce que ça nous a coûté. Et puis bon, donc j'avais entendu parler, et puis bon, quand j'ai vu que je ne me sentais pas bien, j'étais quand même quelqu'un aussi résistant, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et donc quand on vous dit que vous êtes du coup séropositif, comment est-ce que vous accueillez justement la nouvelle? Parce que pour quelqu'un qui vient, entre guillemets, de l'époque où on disait qu'elle était, enfin, on l'attribuait uniquement à une catégorie de personnes, et vous, presque 8 ans après, c'est ça, on vous dit que bon, bah, vous êtes séropositif. Comment vous vous sentez là, à ce moment-là? Ça a été un choc. Ça a été un choc. Parce que ce que je vais vous dire, je vous disais tout à l'heure que je venais de finir ma formation. Donc on était au plateau, on attendait les résultats des affectations. Donc mes amis, mes camarades de classe étaient au plateau. Quand moi je suis allé prendre les résultats. Donc il fallait les rejoindre après. Et je suis venu leur donner l'information. Ah, vous leur avez dit? Voilà. Parce que vous voyez, c'est ça aussi. Là aussi, je suis là aujourd'hui. Avec j'ai dit 93, quand on fait le calcul, je n'étais pas très fort en mathématiques à l'école. Mais ça fait 31 ans. 31 ans. Mais je suis venu leur donner l'information. Et est-ce qu'à l'époque, vous étiez en couple? Non. J'étais sagère. Ok. Voilà. Donc c'est quand même courageux hein, de donner comme ça l'information à ses amis. Comment du coup? Parce que vous êtes de la même génération. Eux aussi, ils ont leur stigmate. Ils ont été choqués. Oui. Ils ont été touchés. Puisque voilà qu'on a fini. On va aller finir notre stage. Et puis du coup, on devient des fonctionnaires. Et voici un de leurs camarades qui est dans une position. L'information, le fait de dire que je suis séropositif, maintenant on dit personne vivant avec le VIH, ou bien je suis infecté du VIH, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire que demain, dans les jours qui suivent, là, vous allez mourir. C'est ça. Donc c'est ça. Donc tous ceux à qui je donnais l'information, c'est ce qu'ils voyaient. De là, du plateau, je suis venu à la maison et j'ai annoncé ça à qui? À la femme de mon frère, qui était mon tuteur en même temps, avec qui je suis resté, où j'ai eu le bac avant d'aller à Boaké pour la formation. C'est à elle que je donnais l'information. Mais au moment où je donnais l'information à cette dame qui a pris soin de moi, elle pensait que c'est Thomas. Je ne sais pas, je n'étais pas dans sa tête, mais pour elle, c'est Thomas dans les jours à venir, dans les mois à venir. Elle m'a accompagné, mais malheureusement, la dame est décédée en 2010. Tout est au ministère de l'Éducation nationale pour que je sois rapproché, puisque dès que les affectations sont sorties, c'est dans l'année que j'ai été affecté. Arrivé là-bas, j'ai annoncé, j'ai donné l'information à mon patron et qui a créé un environnement qui m'a permis aussi de résister. Oui, quand je lui ai donné l'information, ils avaient déjà sorti une décision, me mettant dans un village. Il m'a dit, bon, ce sont des jeunes comme toi, donc c'est toi qui ont un niveau, voilà, qui vont te recevoir, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois que tu as un problème, il faut me saisir. Et donc, je suis allé. J'ai été bien reçu, bien encadré. Quelquefois, l'inspecteur, qui est mon patron, payait mon transport pour que je retourne, pour que je regagne mon poste. Et tenez-vous bien ce qu'il a fait. Je devais être titularisé. Et pour être titularisé, on vous surprend. Je devais faire mes préparations jusqu'à 2 h du matin. Mais il a fait venir le conseiller pédagogique qui devait m'encadrer. Et quand le conseiller pédagogique est arrivé, voilà ce qu'il a dit. L'inspecteur a dit de venir te préparer, de venir t'encadrer. Et que si je retourne, si j'ai fini de travailler avec toi, dans les 2-3 jours qui suivent, il faut t'attendre à lui.
T'as prévenu. C'est très bien. C'est qui? Il y avait un accompagnement. Un accompagnement. Un suivi. Et on a travaillé. Et effectivement, dans les 2 jours, l'inspecteur, j'ai vu un de ces 4 mandats, voilà la voiture de l'inspecteur, qui est venu pour ma titularisation. Et quand on a fini, on a dit, il n'y a pas de problème, ça s'est bien passé. L'association, les parents d'élèves sont venus, on a fait les dons qu'il fallait faire. Il m'a dit, bon, Guéhi, on a fini l'examen qui était très important pour toi. Maintenant, si tu as un souci, tu peux aller à Abidjan, là. Et il me donnait des informations, parce que nous sommes tournés aussi vers les praticiens, la médecine traditionnelle. Parce que je voulais te demander même comment ça s'est passé après, oui. vu que personne ne savait quelque chose. Oui. Voilà, en termes de soins, au niveau médical, il n'y avait rien encore. J'ai fait le tour des praticiens. Il y avait un certain praticien à Djamé, immeuble Chicane, qui disait que dans le temps, il avait soigné quelqu'un qui était devenu négatif aux États-Unis. Oui, j'avais entendu parce que là, on a du mal. Bon, là, avec ma petite bourse d'instituteur et stagiaire, est-ce que je peux aller aux États-Unis pour vérifier qui l'a soigné? Voilà. Donc, nous tous, on s'est retrouvés là-bas. Qu'est-ce qu'il donnait? C'était des décoctions, des plantes, on faisait bouillir, on buvait dans des tasses comme ça. On arrivait tous les matins, on buvait. En tant que médecin de ça, médicaments. Est-ce que vous avez connu ça? Oui, parce que tout à l'heure, je lui disais, avant qu'on arrive sur le plateau, qu'au moment où moi j'étais, lui n'était pas encore né. Mais c'est le cas de le dire. Ça veut dire vraiment qu'à cette époque-là, la prise en charge était complètement absente. Et ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui étaient séropositives, qui étaient emmenées justement à se tourner vers des praticiens, vers les camps de prière, voilà. Voilà. Notre médecin sur le plateau, à quel moment ou du moins en quelle année la prise en charge a été véritablement effective en Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire que ça remonte à vraiment des années, mais la prise en charge se faisait déjà depuis très longtemps, lorsqu'il y a eu la découverte des ARV et tout. Mais ARV antirétroviraux. Mais avant ça même, avant les ARV, les personnes qui étaient détectées porteuses de VIH, c'était quoi le traitement qu'on leur donnait? Avant les ARV, comme il le disait, c'était pas... parce que la maladie venait tout à peine d'être découverte. Donc les gens faisaient pêle-mêle certaines recherches, mais c'est vraiment après la découverte des ARV que la prise en charge... La prise en charge a commencé à être Je peux ajouter, il a dit, le médecin l'a dit quand il définissait, c'est un ensemble de maladies. Donc, je peux faire un palu, mais dans les structures sanitaires, on traite le palu. Donc, j'y vais. Donc, il y avait un accompagnement, mais pas ciblé. Voilà. Donc, on traitait tout ce qui était autour. Qui pouvait, en tout cas, favoriser. Qui pouvait fragiliser votre système immunitaire au point de vous pousser rapidement vers la phase sida. Donc, l'accompagnement était fait. Mais nous, tout ce que je viens de citer comme démarche, comme approche, on voulait guérir, on voulait se débarrasser du virus. Voilà. Mais peut-être ce qui a été aussi ma force, je n'ai pas fait la politique de l'autruche. C'est ça. J'ai vu la vérité en face. Bien sûr, le problème en face. Donc j'ai accepté qu'effectivement, je suis infecté. Puis bon. Mais tout votre entourage pensait que vous risquiez de mourir. Oui. Mais qu'est-ce que vous pensiez, au fond? Au départ, oui. Oui, ça y est, c'est la fin. J'y ai pensé. J'y ai pensé et passé tout mon temps à pleurer. Mais pas pour moi-même. Pour des parents? Je suis allé rencontrer un médecin américain. Et puis, dans l'entretien, il dit, mais c'est la première fois que je reçois un malade qui passe ton temps à parler, si je ne suis pas là, si je meurs, ma mère va devenir quoi? Mon père va devenir quoi? Mes petits frères vont venir. Qui pense aux autres. Tu n'as pas pensé à toi à ce moment-là. Voilà. Et c'est ça, je dis aux gens, j'ai une autre dimension. Parce que c'est comme si je communiquais avec la mort, j'ai dit à la mort, je sais que tu vas me prendre, mais pour le moment, j'ai des projets. Je dois mettre mes parents à l'abri. Donc, il faut te calmer d'abord. Voilà. Donc, donne-moi le temps d'accomplir. Et je l'ai fait aujourd'hui, là où je suis. Voilà. J'ai mis mes parents là. Mes 2 parents sont chez moi. Ma mère et mon père. Et c'est très bien, c'est très bien parce que dans le débat de la semaine dernière, on disait en fait que c'est une maladie un peu taboue pour certains. Il y a peu de personnes qui arrivent à le dire. Et surtout aujourd'hui, vous êtes devant
beaucoup de personnes qui nous regardent en live et sur leur télé. Donc, franchement, déjà, chapeau. Merci. Mais vous avez forcément reçu des critiques, vous avez forcément... fait l'objet de stigmatisation. Bien sûr. Exactement. Est-ce que vous vous êtes mis en couple à un moment? Et comment est-ce que tout ce processus-là s'installe? Parce que vous êtes quand même jeune quand vous l'apprenez. C'est ce que je veux dire. En matière de lutte contre le sida, je ne suis pas spécialiste, mais je suis à une autre dimension. Parce que j'ai expérimenté tout. Je suis le père de 2 enfants. Ma fille a célébré son mariage le juin passé. Donc, qui est né d'un couple séropositif qui met au monde un enfant séronégatif et à son tour, elle a mis mon petit-fils. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est le combat de la première dame. Rompre la transmission du VIH. C'est ça. Ça, on l'a fait. Après, et nous sommes mis en association. Donc, aussi, on avait un, en tout cas, qui a indiqué la voie, mais il a subi des critiques. Paix à son âme. Au point d'appeler son fils challenge. Parce que c'était un challenge. Ah non, vous savez que vous êtes infecté, mais pourquoi vous faites, voilà, vous avez les rapports non protégés, vous enceintez votre femme, tout ça. Mais ça, il faut aussi avoir une femme qui comprend. Oui. Donc, comment est-ce que c'est? Quel type de discussion, en fait, on a au début d'une relation? Au début d'une relation, l'amour transcende tout. Comment s'est passée votre rencontre en parlant de ça? Si c'est pas trop Celle avec qui j'ai eu Vous avez eu les enfants, oui. Mais c'est en association. Elle aussi, de son côté, elle était infectée aussi. Elle a été infectée, elle a perdu sa fille du fait du VIH. D'accord. Et puis bon, c'est après, elle a vu qu'elle a fait son test, voilà. On n'a pas pu sauver l'enfant, mais elle-même, elle s'est mise. Puisque les associations que nous avons créées, c'est pour nous soutenir mutuellement. Et ça aussi, ça nous a aidés. D'associations, maintenant, nous sommes arrivés au réseau. Voilà. D'accord. Que nous parlons d'une seule voix. Donc, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et comme il a dit, au départ, il y avait mais des programmes qui sont mis en place. Il y a le programme qu'on appelle prévention, transmission mère-enfant. Voilà. Donc, qui consistait à suivre les femmes en CPN, quand elles viennent en consultation prénatale, et à les surveiller, à leur donner des conseils, et puis au moment d'accoucher, à leur donner des traitements, de sorte à épargner les enfants. Et donc, elle est passée par ce programme. Et puis, bon, la fille est née, en tout cas, saine et sauve. Du coup, j'avais une question pour le docteur. C'est vrai qu'on parle d'accompagnement médical, on parle de prise en charge, de médicaments, etc. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui est associé? Parce que, à entendre M. Latte, qui lui, peut-être, de facto, il a un mental d'acier. Excusez-moi, M. Guéhi. Voilà, M. Guéhi qui a un mental d'acier, qui lui s'est dit, en tout cas, la mort, toi et moi, c'est pas maintenant, bien qu'il ait subi des brimades. Mais je pense que l'accompagnement psychologique a quand même sa place. Est-ce qu'il existe dans votre programme? Oui, l'accompagnement psychologique existe. Comme je le disais, maintenant, c'est-à-dire dans les hôpitaux, ce sont des personnes qui sont formées spécialement pour ça. Voilà, il arrive même souvent qu'on détache des personnes, c'est-à-dire le service médical est à part, mais il y a vraiment un service de prise en charge des patients vivant avec le VIH. Donc lorsqu'ils viennent, ce sont des personnes qui ne font que ça tout le temps. Voilà, donc ce sont des personnes qui sont formées par rapport à tout, c'est-à-dire le traitement, ils vont leur donner les traitements, assurer le suivi aussi, et puis il y a un accompagnement psychologique qui se fait. Quand on annonce la maladie, est-ce qu'il y a un spécialiste qui est là? Parce que comme il a dit, il y a l'état de choc. Est-ce qu'il y a un spécialiste qui est là, en plus du médecin généraliste, qui n'est pas forcément... Je vais intervenir. Oui, allez-y. Oui, sur cet aspect, c'est là aussi nous avons puisé notre force. Les personnes infectées, vivant avec le VIH, ont pris la décision à partir des associations d'accompagner leurs pairs. Et donc, ces personnes sont dans les structures de dépistage avant. Maintenant, le dépistage se fait dans toutes les structures, mais dans les structures de prise en charge. Donc, on appelle les conseillers communautaires. Dont les capacités ont été renforcées sur la maladie, sur l'accompagnement. Parce que c'est ça aussi l'objectif des associations que nous avons créées. Oui, bien sûr. Au départ, pour faire l'histoire, au 19e siècle, des associations des malades étaient dirigées par les médecins.
Et à un moment donné, à partir de 1960, les associations des personnes elles-mêmes étaient dirigées par les personnes elles-mêmes et on parlait de self-help. C'est-à-dire l'entraide, voilà, oui, on s'aide nous-mêmes. On s'aide nous-mêmes. Et quand nous avons acquis des compétences, le corps médical aussi nous a sollicité. En tout cas, sont sur les sites, c'est vrai. Ils ont ça dans leur formation. Il y a des spécialistes, des travailleurs sociaux. Mais nos camarades, nos amis, nos pères sont aujourd'hui devenus personnels de santé qui accompagnent ces personnes. C'est très intéressant. Dépistées positives. C'est très intéressant ce que vous dites. Et d'ailleurs, en parlant de votre association, on va en parler juste après, en deuxième partie de l'émission, parce que là, on va pour la pub et on revient juste après. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec notre médecin généraliste, Dr Latt, qui est en train de nous en dire plus justement sur tous les détails médicaux concernant la maladie SIDA-VIH. Et puis on a notre expert qui est également président. Oui, notre expert, M. Guèye, qui est président du conseil d'administration. Exactement. Du réseau ivoirien des organisations des personnes vivant avec le VIH. Parfait, il le dit mieux que moi. Donc voilà, et on est en train de parler de votre témoignage, de comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez infecté et de surtout comment vous avez réussi à vivre avec jusqu'à présent, à pouvoir avoir une vie de couple stable, avoir des enfants et à maintenant même être un facilitateur pour les personnes qui apprennent aussi qu'ils sont atteints de la maladie. Moi, je voulais rebondir tout à l'heure sur la question justement de votre relation avec votre femme qui a été quand même un petit peu facilitée par le fait qu'elle connaissait également la maladie car elle était également infectée. Je voulais demander à Dr Latt, comment est-ce que selon vous, est-ce qu'une femme ou un homme atteint de la maladie devrait aborder quelqu'un qu'il rencontre qui n'est pas séropositif devant? Comment est-ce que tu fais aujourd'hui en étant atteint de la maladie et que voilà, tu as envie de faire ta vie, tu as envie de rencontrer quelqu'un, tu as envie de te poser? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle tout de suite? Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Comptait, il faut le dire, comptait, parce qu'il y a plein qui le font. Hein. C'est assez compliqué à gérer. Si. Bon, déjà, c'est bon d'en parler. Il est bon de dire, d'annoncer à la personne parce que c'est... déjà, il faut savoir que dans le cadre du mariage, il y a certains bilans qui se font, des bilans prénuptiaux. Voilà, donc peu importe, normalement, avant d'arriver jusqu'à ce stade-là, en tout cas, si vous voulez agir conformément selon les règles, à un moment, ça se saura. Voilà. Et tout à l'heure, on était en train de le dire, il y a vraiment beaucoup de mesures d'accompagnement qui ont été mises en œuvre. Il y a tous les moyens qui existent. Donc, il est bon de faire l'annonce à la personne à qui on souhaiterait éventuellement, avec qui on souhaiterait éventuellement passer le reste de sa vie. Voilà, maintenant, ça va vraiment dépendre de la personne, de comment la personne conçoit la chose. Voilà, parce qu'après aussi, ce n'est pas évident. En général, il y a toujours... C'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en œuvre, mais c'est vraiment difficile de changer le mindset des personnes. Exactement. C'est très difficile. Il y a encore ce problème de stigmatisation-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a plein de personnes qui arrivent à vivre. Bon, vous avez un témoignage vivant. Un témoignage vivant, oui. Voilà, qui parle mieux que tout ce qu'on peut dire en termes de théorie. Mais c'est vraiment... ça va vraiment dépendre de la personne. Et M. Guèye, ajouter, vous savez, je dis ça pour chahuter un peu les femmes, hein, on est plus en sécurité avec Guèye qu'avec toute autre personne. C'est ça. Voilà. Donc quand on parle comme ça, et bon, ça c'est pour faire rire, mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité partagée en matière de santé, dignité, prévention. Parce que nous sommes dans un contexte de VIH. Donc, madame, je peux vous aborder. Puis bon, on se met d'accord. Mais comme nous sommes dans le contexte de VIH, même si je ne vous annonce pas, mon statut, c'est qui est puni par la loi. Parce que je dois partager l'information. Ah, c'est important de le dire. Voilà. Oui. L'information de non, attendez. Ça, c'est très important. Mettre en phase sur ce que vous venez de dire. C'est puni par la loi. Lorsqu'on sait son statut sérologique, positif au VIH. Positif au VIH. Et qu'on ne l'annonce pas à son partenaire, c'est puni par la loi. Lorsqu'on n'annonce pas son statut sérologique positif à son partenaire, c'est puni par la loi. Donc ceux qui se connaissent positifs et qui ont des rapports non protégés avec un partenaire, c'est le moment de dire. Dites maintenant où la maca vous attend à tout jamais. Merci. D'accord. Monsieur, voilà. Allez-y. Donc, pour continuer, donc, il y a ce qu'on appelle aussi la responsabilité partagée en matière de santé, dignité et prévention. Nous sommes dans le contexte du VIH. Ça veut dire que même si je décide
d'aller avec vos 100, un minimum de dispositions, vous connaissant, ayant l'information que le VIH existe, si je ne les prends pas, je ne prends pas les dispositions, vous êtes censé les prendre. C'est ce que je disais ici la dernière fois sur l'émission. Je disais que si la sensibilisation passe et tout, pourquoi certaines personnes ne refusent pas certains comportements irresponsables? Parce que toi, la fille, tu sais qu'il y a le VIH et tout. L'homme qui veut aller avec toi sans protection, pourquoi est-ce que tu acceptes? Je le disais ici. Il faut se protéger, Il faut se protéger, il faut être responsable. Donc, c'est ça. En fait, c'est vraiment important aussi de pouvoir déconstruire ça. Il y a certaines personnes, bon, on va dire peut-être qu'en général, c'est les femmes qui sont un peu gênées comment je vais dire ça, d'instituer ou d'obliger le conjoint. Elles se disent que ça fait gnangnan, elle est chiante. Comment on va me voir. Mais non, mais il s'agit de ta santé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Les mentalités ont évolué. Même la sexualité a évolué. Donc, pourquoi est-ce que utiliser un préservatif avec son conjoint devrait être une gêne pour vous? Et parler surtout de son état de santé avec son partenaire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est d'autant plus important. J'ai participé à une étude, la restitution d'une étude anthropologique sur la perception du VIH. Il faut déconstruire les clichés. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous rentrez, vous, femmes, en pharmacie, vous demandez un préservatif. Ah oui. Ils vont vous regarder. Oui, même test de grossesse, tu vas acheter, mais on te regarde comme ça. Pilule, même tu vas acheter, on te regarde comme ça. Ce que nous faisons aussi au ministère, avec l'UNICEF, nous sensibilisons nos enfants qui sont très précoces. C'est ça. Et pour leur dire aux parents, ou bien aux enfants déjà, ne soyez pas offusqués de voir des préservatifs dans le sac à main. C'est une bonne chose. Mais c'est une très bonne chose parce qu'on s'offusquait ici sur le plateau de savoir que l'ancienne génération dont vous faites partie, ils ne sont pas assez ouverts sur la question de parler sexualité avec leurs enfants et même sur la question du VIH, c'est un tabou. D'autant plus que quand on en parlait, nous, la semaine dernière, on mettait également l'emphase sur le fait qu'il y avait énormément de jeunes qui sont infectés. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui sont positifs au VIH. Et dire combien est-ce que, tant ils sont précoces dans leur, leur vie sexuelle, mais ils sont extrêmement imprudents. Ce qui fait qu'on assiste à ces chiffres-là. C'est très important. Et c'est important de le dire. Quoi. Oui, parce que tôt ou tard, tu sais que ton enfant, il va passer par cette case. Donc, autant l'informer le plus tôt possible parce que cette génération, elle est, comme tu l'as dit, précoce. Donc, il n'y a pas de tabou. Je suis allé former à Soubré dans une classe. Les 4e. Nous, on avait plus de combien d'années avant d'aller faire le CPE, on était âgés, mais aujourd'hui, les enfants, ils ont à 15 ans, 12 ans, mais ils sont à l'université. Où je leur ai demandé de différer les rapports jusqu'à ce qu'ils finissent leur cursus scolaire. Mais vous savez ce que j'ai reçu comme réponse? Tiens, monsieur, 4e. 4e. Donc, pour dire, nous ne devons pas faire la politique de l'autruche, nous devons voir la réalité en face. C'est ça. Oui. C'est vrai, vous ne pouvez pas vous abstenir, mais voici les moyens c'est grave de vous quand même. protéger. Mais moi, je comprends. C'est grave. Mais tout à l'heure, monsieur Guy, vous êtes en train de dire que vous-même en 4e, c'était déjà un peu ça. Non, mais ils disent 4e, là, ils étaient un peu avancés. Mais aujourd'hui, là, ils sont encore... On dit qu'ils sont précoces, donc d'où le tié. Donc, déjà, je pense que vous étiez un peu gêné à 4e. C'est quoi? Apparemment, 4e, c'est une classe sensible. C'est tous nos enfants qui sont en 4e, maintenant, on vous regarde. Oui, je pense que c'est 13 ans. 13 ans. Il y en a qui ont 12 ans même qui sont là-bas, les surdoués. Il y en a qui... Et puis, j'ai l'impression aussi, si vous êtes autant à l'aise ou vous vous sentez suffisamment prêt pour avoir une vie sexuelle active, soyez également suffisamment à l'aise pour utiliser les préservatifs. Effectivement. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que nous aussi, en tant que parents, on soit beaucoup plus détendus. Non, mais déjà, par rapport à ça. Non, tu ne peux pas être détendu. Mais tu n'as pas le choix. Oui, je sais, mais c'est difficile d'être un parent qui est détendu avec le fait de savoir même que ton enfant de 13 ans a des relations sexuelles. C'est sûr. Maintenant, faut sortir de cet état-là parce que la réalité, elle est là. Nos enfants ont une vie sexuelle active. On voit donc Lad qui sourit depuis. Moi, j'aimerais avoir son avis sur la question. Moi, j'ai une adolescente et je comprends ce que René dit. Effectivement,
savoir ou bien imaginer que peut-être, en tant que parent, c'est très difficile. Moi, je suis une maman poule. Moi, comme un bébé, elle est déjà grande, elle a la même taille que moi, elle met les mêmes vêtements que moi. Mais je suis désolée, à un moment donné, moi, j'ai téléchargé Flo dans le téléphone de ma fille. Et puis, je lui dis les choses. Pourquoi? Parce que quand je ne suis pas là, elle et ses amis, je vais supposer, leur âge, ils ont accès, elle a 16 ans, ils ont accès à des choses déjà d'adultes. Oui, mais elle encore, elle a 16 ans. Elle a 16. Tout ça pour dire qu'elle ait 16 ans ou 13 ans, ça commence plus jeune que 16 ans, on est d'accord. Donc, est-ce que nous, on reste dans notre peur de parents? Rester, mais 13 ans, c'est très jeune. En fait, on doit aussi leur dire que vous êtes trop jeune. Concentrez-vous sur les choses de votre âge. Mais ils ne vont pas se concentrer aussi. En fait, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en matière de communication parents-enfants, on parle de ça. Hein? Mais il faut parler de ça. Votre enfant, ne soyez pas un parent gendarme. Non. Ouvrez, l'enfant va jouer. Soyez complice, communiquez. C'est un ami, faites de votre enfant, votre ami, parlez. Et le préservatif dont j'ai parlé, c'est un pouvoir que vous donnez à votre fille. Parce que, quelle que soit la personnalité, je prends un homme, il veut avoir des rapports avec une fille. Si elle lui dit, tant que vous ne portez pas ce préservatif, vous n'allez pas avoir les rapports, il va le faire. Est-ce que quand même aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont cette peur-là de contracter la maladie entre nous? Parce que j'entends très souvent au docteur même qu'on doit parler et très souvent, beaucoup de personnes disent, de toute façon, le sida, ça ne tue pas. Est-ce que vous répondez à ça? Bon, effectivement, il y a beaucoup de personnes ont tendance à penser ça, surtout au niveau de la jeunesse, mais c'est une mauvaise interprétation des campagnes qui se font. Voilà, parce qu'il faut dire que avant, on se disait, comme tout à l'heure aussi, M. Gueye lui disait, à l'époque, quand il a contracté la maladie, les autres se disaient qu'il allait mourir dans les jours qui suivaient. Donc avant, c'était le cas. Mais avec toutes les avancées qui ont été faites dans le domaine, on s'est rendu compte qu'on peut vivre longtemps avec la maladie. Ça. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres pathologies même qui existent de nos jours qui tuent les gens plus rapidement que le VIH. Ouais, donc dans la communication, on a tendance à dire qu'on peut vivre avec le VIH, ce n'est pas une fatalité. Et puis si quelqu'un prend ses traitements correctement, il peut arriver même à un certain stade où la charge est quasiment indétectable. Voilà, il y a tout ça. Donc c'est en fait, ils ont mal interprété le message. On peut vivre avec là. Voilà. C'est pas une fatalité. Voilà. On peut vivre avec là. Comment on vit avec? Parce qu'il y a ça aussi qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'on prend des médicaments tous les jours? Est-ce qu'on va se faire injecter des choses tous les jours? Parce qu'on ne sait pas. Comment on vit avec? On va répondre à la question juste après la pub. On revient tout de suite. Retour sur le plateau du club, on a Niki qui posait une question très intéressante. Oui, je disais au docteur Ladd que comment on vit avec la maladie au fait? Parce qu'on dit que ça ne tue pas, on peut vivre avec, c'est pas une fatalité, mais je pense que les gens ne savent pas comment on vit avec. Est-ce qu'il y a des médicaments à prendre tout le temps? Est-ce qu'on doit faire des perfusions? Comment est-ce qu'on vit avec aujourd'hui? Déjà, il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup de discipline. Il faut beaucoup de courage aussi. Parce que c'est un traitement qui est définitif. C'est un traitement qui est à vie. Donc il est à vie. Il est à vie, voilà. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement curatif. Voilà, c'est un traitement qui va vous permettre de pouvoir réduire la charge virale. Donc ça va renforcer le système immunitaire pour vous empêcher d'être exposé à toutes les affections opportunistes du sida. Donc c'est vraiment un traitement qui est à vie. Donc pour faire simple, quand vous arrêtez, après ça chute. Et vous avez la possibilité d'être exposé à des affections opportunistes. Donc déjà, c'est un traitement qui est à vie. Il faudra prendre des médicaments à une certaine fréquence, c'est de manière quotidienne. Il faut que les heures soient respectées. Donc ça demande vraiment, comme je l'ai dit, de la discipline. Est-ce que c'est quelque chose qui est remboursé par les assurances? Ou est-ce que c'est un peu pris en charge? C'est coûteux? C'est comment? C'est totalement pris en charge. Totalement pris en charge. L'État et les partenaires. Voilà. Peu importe que ce soit, parce que si on peut trouver un patient assuré, que ce soit un patient assuré, que ce soit un patient qui n'est pas assuré, la prise en charge du VIH, ça n'implique pas le fait que vous soyez assuré ou pas. Non. Voilà, et c'est très bien de le dire à la télé parce qu'il y a des personnes qui ont peur d'aller se faire dépister ou qui se sont fait dépister mais qui ont peur de partir à l'hôpital parce qu'ils ont peur des coûts. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le dire que c'est totalement pris en charge par l'État, etc. Et puis là, il y a quelque chose qui me fait un peu peur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de prendre son médicament parce que c'est un peu comme les pilules. Tu l'as pris à 13 h, tu dois le prendre tout le temps à 13 h, c'est ça? C'est combien de médicaments par jour à peu
Bon, ça dépend. Hein. Au départ, on est allé jusqu'à 18 comprimés, tout ça, on est revenu à 3, 4, 5. Vraiment... Mais aujourd'hui, bon, moi, je prends 2, mais c'est un comprimé maintenant. Voilà. Mais non. Un comprimé par jour. Oui, par jour. Alors moi, je prends 2 selon le traitement, parce que moi, je suis sur la 2e ligne. J'ai échoué à la 1re ligne. Donc, voilà. C'est-à-dire parce que non, j'ai fait une résistance. Voilà, une résistance au traitement. Au traitement. Et puis, ce que je voulais vous dire, j'ai été dépisté positif en 1993, mais c'est en 2007. Que tu as commencé à prendre. Donc, c'est 10 ans après. Wow. Okay. Et qu'est-ce qui a fait? C'est le phénomène des déchets toxiques à Abidjan qui a dérangé un peu mon état. Et mon médecin a dit, ah non, à cette allure, si on ne fait pas quelque chose... Mais c'était quoi, du coup, les symptômes que tu avais jusqu'à... parce qu'au début, tu ne te sentais pas bien, mais après, c'était quoi, réellement? Il y avait le cuir chevelu qui me faisait très mal, des insomnies, et puis bon, sinon, là où je suis là, le corps, il est propre, hein, voilà, aucun tout ça. Et puis, ce que vous devez savoir... Il y a des éruptions cutanées, c'est vrai. Oui. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous avez le VIH, le petit mal que vous avez, que vous prenez, que vous traitez en un jour, mais vous pouvez le traiter sur un mois. Voilà. Et il a du mal à finir. La preuve, moi j'ai un oncle incarné. J'ai eu un problème d'ongle incarné et je ne comprenais pas. Et c'est là, j'ai su que le traitement que j'y prenais, j'étais en échec thérapeutique. Voilà. Parce que ça prenait beaucoup de temps. Très bien, le corps n'y répondait plus. Donc, à chaque fois, je suis allé en dermato, ils ont opéré. Et puis après, j'ai rencontré mon médecin pour dire que vraiment, voilà ce que j'ai, tout ça. Et puis il a vu que, bon, on va évaluer. Donc on a fait ce qu'on appelle le génotypage. On a privé du sang certainement qu'on a envoyé en Europe pour voir est-ce que le traitement a un impact et tout. Ils se sont rendus compte que les molécules que je prenais n'avaient pas d'effet. D'accord. Et du coup, j'aimerais maintenant qu'on parle, parce qu'on tire vers la fin de l'émission, je voudrais qu'on parle justement de ce réseau des personnes vivant avec le sida. Qu'est-ce que c'est qu'exactement? C'est le RIP+, réseau ivoirien des organisations des personnes vivant avec le VIH. Qu'est-ce qu'on créé en 1997, c'est un regroupement d'associations des personnes vivant avec le VIH qui met des activités de soins et soutien sur le terrain. Et comme on doit parler d'une seule voix, donc c'est un regroupement d'associations et qui a pour mission, d'abord, dont la vision est une Côte d'Ivoire où les personnes vivant avec le VIH vivent aussi longtemps que le reste de la population, de la communauté. Et notre ambition, objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH dans le respect de leur dignité, dans l'harmonie, la dignité, l'équité. Voilà. Et le réseau, c'est donc pour mission de renforcer les capacités organisationnelles, capacités techniques des membres de ces organisations et de mobiliser des ressources financières et les rétribuer aux associations pour mener les activités. Et aujourd'hui, nous sommes porteurs d'initiatives qui est le COGIFOR, la consultance juridique foraine, où on parle de la loi VIH à la population. Vous n'êtes pas stigmatisé, vous n'êtes pas annoncé, vous n'êtes pas habilité à annoncer mon statut sérologique. Voilà. Vous n'êtes pas habilité. C'est ça, c'est donner les codes, très bien. De comment gérer justement la maladie. Donc, il y a ça. Et aujourd'hui, nous avons une initiative qu'on appelle le CLM, le suivi dirigé par la communauté. Ce sont les communautés qui apprécient elles-mêmes les actions de l'État, du ministère de la Santé, les prestations. Est-ce que les prestations sont de qualité? Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce que les médicaments sont disponibles? Et nous dénonçons, voici le travail. D'accord. Et est-ce que vous êtes aussi sur le digital? Parce que justement, on avait ce débat-là et on avait donc l'un de nos invités qui justement disait qu'il fallait adapter le canal de transmission de l'information, justement. Que oui, les campagnes existaient toujours, mais que c'était moins adapté parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne lisent que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc, est-ce que le réseau a une empreinte digitale aujourd'hui? Oui, le réseau communique régulièrement toutes les activités auxquelles nous participons. Mais nous devons faire davantage. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut communiquer? Ou sinon, peut-être qu'on pourra le faire passer. Voilà. Ouais, si vous l'avez là, on va le communiquer. Donc, c'est le 07 47 56 20 85. Super. Et avant de clôturer donc, le sujet, moi, j'aimerais savoir, selon vous, pourquoi aujourd'hui le VIH, c'est toujours une maladie de la honte, on va dire ça comme ça. Ça semble être, on va dire. Oui, comme je l'ai dit, j'ai participé à la restitution d'une étude sur la perception
du VIH par un anthropologue. Voilà ce qu'il a dit. D'abord, j'ai représenté le ministère de l'Éducation nationale à cette restitution. Nous devons retirer de tous nos documents manuels SIDA égale mort. Tout ce qui est perception négative sur le VIH et de faire la promotion de ce que le traitement apporte. Voilà. Il n'y a que cela qui peut. Parce que si nous sommes encore dans ce contexte, ce sont les premières images que les gens ont montrées. Voilà. Est-ce que là où nous sommes assis, si ce n'est pas par une prise de sang, quelqu'un peut entrer pour me dire, voilà, c'est Guy qui est une personne vivant avec le VIH? Non, pas du tout. Ouais, forcément. Non. Donc si on nous avait montré ces images, pour dire non, toute personne peut avoir le VIH, pas seulement les personnes squelettiques. C'est vrai que voilà. ça revient souvent. Oui. Donc c'est l'image que nous devons changer. Voilà. Donc, je voulais même dire aussi là où les jeunes disent non, le sida n'est plus. Non, nous revenons de loin. Voilà. La bataille a été très, très difficile. Donc c'est une maladie qu'il ne faut pas banaliser. Voilà. Mais quel est le message que vous avez envie de faire passer à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui en ce moment? C'est de faire le test de dépistage. C'est vrai, il existe aujourd'hui des solutions. C'est d'aller de façon précoce faire son test de dépistage parce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie qui consiste, dès qu'on vous dépiste, on vous met sous traitement. Vous avez entendu? J'ai été dépisté en 93, mais c'est en 2007, 10 ans après. Voilà. Parce qu'il fallait prioriser. On a vu que Guy pouvait encore tenir, donc il y a des gens qui agonisaient. Il faut, voilà. C'est ceux-là qu'il fallait prendre en charge. Parce que le traitement VIH même a été mis en place en 1998. Voilà. L'initiative ONU-SIDA relative au traitement antirétroviral, c'est en 1998 ça a été mis en place. Mais ça coûtait combien? 600 et quelques mille. 300 000, 30 000, 100 000, 3 000, 1000 francs. Et il y a 0 francs aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui paye à l'État de Côte d'Ivoire et les partenaires qui payent le traitement. Donc, ce n'est pas un jeu. Je suis contente qu'on dise ça, parce que je défendais un peu l'État la dernière fois. En disant on était ingrats parce qu'on dit qu'on ne voit jamais rien et tout. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment... Et on fait beaucoup de choses. Voilà, on fait beaucoup de choses. L'État fait beaucoup de choses. Il faut juste qu'on encourage les initiatives, qu'on continue à le faire. Et surtout qu'on encourage les personnes vivantes avec le VIH, comme M. Gueye, à parler. C'est ça. À être ouvert, bien sûr. à parler, parce que ça doit plus être la maladie. Voilà, à sensibiliser. Voilà, c'est vous qui devez parler, en fait. C'est pas nous, c'est vous qui devez porter la chose. C'est ça. Docteur, un dernier mot, un dernier message à nos téléspectateurs. Voilà, donc pour rebondir sur ce qu'il a dit, c'est vraiment de faire le dépistage de manière précoce. C'est vraiment capital. Et puis, il faut avoir un changement de mentalité. C'est très important. Il ne faut pas stigmatiser toutes les personnes vivant avec le VIH. Ce sont des personnes aussi comme nous. Et puis, ça peut arriver à tout le monde. On a tendance à accuser en priorité la voie sexuelle. C'est la raison qui entraîne cette stigmatisation-là. Mais il y a d'autres moyens. Il y a plein de personnes, même nous qui sommes professionnels de santé, même dans l'exercice de la médecine, on est exposé. Il y a des accidents d'exposition. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Du coup, il faut faire preuve de beaucoup d'empathie. Il faut se mettre à la place de ces personnes-là aussi pour ne pas les stigmatiser. Et j'invite tout le monde vraiment à faire le test systématiquement. Et puis, voilà, comme M. Gueye l'a fait, je les invite aussi à, pourquoi pas, aller donner le sang. Voilà, ça fait d'une pierre plusieurs coups. Ça sera d'autres examens aussi qu'ils vont pouvoir faire. Ça va leur permettre de faire un dépistage contre les hépatites virales et plein d'autres maladies. Voilà, et si possible aussi, s'ils sont diagnostiqués séronégatifs, que tout est bon, ils vont devenir des donneurs de sang. Voilà, excusez-moi d'utiliser votre antenne pour ça, mais en tant que professionnel de santé aussi, voilà, je profite pour les sensibiliser par rapport à tout ça. Mais vous êtes là pour ça. Oui, c'est important. Parce que les donneurs et puis on encourage les femmes d'aller en consultation prénatale, voilà, en CPN 1. Et accepter, parce qu'aujourd'hui, on parle de la triple élimination, VIH, hépatite B, syphilis. Voilà. C'est important. Donc, voilà, pour rompre la chaîne de transmission. Comme l'a dit le docteur, effectivement, c'est encourager les gens à aller donner leur sang. Parce que quelquefois, on a vu ici, on a eu des proches, moi je connais des personnes qui sont parties parce qu'il n'y avait pas de sang. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller, on en a besoin. Il y a des personnes sur le terrain qui militent justement dans ce sens. Et nous, en tant que population, n'attendons pas qu'il y ait un de nos proches qui soit malheureusement touché pour aller faire don de notre sang. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Dr Lat et Monsieur Gueye. Gueye Lasso-Filbert. Voilà. Gueye Lasso-Filbert. Particulièrement à vous remercier d'avoir pris la parole sur le plateau du club. Beaucoup n'oseront pas et vous avez vraiment été courageux et merci d'être là.
Et donc, c'était tout sur ces mots. Ce qu'on retient, c'est tout simplement de faire votre dépistage. Si vous avez l'occasion là maintenant de le faire, levez-vous, allez-y, faites-le. Ça ne vous coûte absolument rien. Sur ce, bon après-midi. Bye. Bye.